Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Bien heureux d'être ici. Aujourd'hui, je vous propose une formation, un atelier où on va présenter différents outils, différentes théories dans le domaine de la thérapie cognitivo-comportementale appliquée au traitement de la douleur. Donc voici notre plan. D'abord, on va introduire ce que c'est la douleur chronique versus la douleur aiguë. On va réviser ces notions-là assez rapidement. On va également aborder ce que c'est la troisième vague de thérapie cognitivo-comportementale. On va voir que l'évitement fait partie de la plupart des problèmes psychologiques. La plupart des troubles sont maintenus par une forme d'évitement des expériences, des pensées, des émotions, des sensations. Comme quoi on est allergique à nos émotions en général. L'acceptation de la douleur, donc certains outils pour favoriser l'acceptation, faire de la place à la douleur. Et en fait, voici nos processus. On va travailler également sur la clarification des valeurs, passer à l'action, toute l'importance d'amener les gens à prendre action en direction de leurs valeurs, justement. On va aborder cette notion-là de distance par rapport aux pensées, de ne pas acheter ce que notre tête nous dit, à savoir que parfois notre dialogue intérieur peut être négatif, ça peut nous jouer des tours. Et la méditation en pleine conscience, la mindfulness, cette vieille méthode-là qui fait l'objet d'un grand intérêt dans la communauté scientifique actuellement, notamment dans le traitement de la maladie chronique. Tout en ayant un équilibre entre la recherche également, à savoir la théorie, la pratique et la recherche. Je vous dirais qu'essentiellement, nos objectifs aujourd'hui, c'est d'avoir quelques notions théoriques, toute l'importance d'une bonne théorie. Également, des outils pratiques pour pouvoir utiliser dès demain dans votre pratique clinique. Et la recherche également, se familiariser avec quelques études dans le domaine. La douleur, vous savez ce que c'est. C'est une expérience désagréable, à la fois sensorielle et émotionnelle. Donc, il y a vraiment deux aspects à la douleur. L'aspect sensoriel, brûlement, engourdissement, coup de poignard, les gens vont nous dire. Donc, tout cet élément-là, mais également la réaction à cette douleur physique, l'aspect plus émotionnel. Souvent, la douleur est accompagnée de colère, de tristesse, de peur. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ces deux composantes-là. Donc, selon l'association de douleur, voici comment on la définit. Deux types de douleurs, vous connaissez la distinction entre une douleur aiguë versus une douleur chronique. Une douleur chronique est une douleur qui persiste dans le temps. C'est une douleur qui persiste sur plus de 3 à 6 mois, qui ne se résorbe pas par le processus naturel de guérison. Une différence entre la douleur aiguë et la douleur chronique, c'est tout l'impact de cette douleur-là dans la vie des gens. Les gens vont perdre leur emploi, bien souvent. En fait, vont être déclarés invalides ou vont travailler de façon à temps partiel. Ou ça va vraiment avoir un impact sur le plan professionnel. Également, toute la relation de couple, les relations sociales. Les gens nous disent souvent depuis que j'ai mal, mon réseau a vraiment rapetissé. Je me rends compte c'est qui mes vrais amis. Souvent, le réseau est très restreint. On ne peut plus appeler les gens, c'est-à-dire on sort moins. On accepte moins les invitations. Tout l'impact au niveau familial, sexuel et sur le plan du fonctionnement général également, les tâches domestiques, par exemple, les loisirs. Tout ça est affecté par l'expérience de douleur quotidienne. Et on sait également que lorsque les gens vivent avec une douleur chronique, c'est souvent accompagné de troubles, de problèmes psychologiques. En fait, c'est pratiquement normal d'avoir un trouble d'adaptation lorsqu'on est pris avec un problème de douleur. Très fréquent. Dépression, anxiété, probablement les deux problèmes psychologiques les plus présents, la dépression et les troubles anxieux. Insomnie, nos patients, ils dorment 3 heures, 4 heures, sont réveillés par la douleur. Donc, c'est tout un cercle vicieux là, qui accompagne l'expérience de douleur. Je ne dors pas, je suis fatigué, j'ai plus mal éventuellement, je déprime, etc. Et dans notre clientèle, on retrouve beaucoup de personnes qui ont des troubles de la personnalité également. Donc, ça fait partie de... nous sommes en 3e ligne, donc on voit peut-être les cas les plus sévères. Et toute l'importance à ce moment-là de pouvoir intervenir sur le plan psychologique. Il y a des variables psychologiques impliquées dans le développement et le maintien de la douleur.
dramatisation, kinésiophobie. Oui? Le stress post-traumatique. Parfois, les gens vont nous consulter sur un accident de voiture, par exemple. Ils vont avoir des douleurs, mais également un stress post-traumatique. Donc, les deux diagnostics, évidemment, ça va complexifier le tableau. Ça va rendre l'expérience de douleur d'autant plus désagréable. Donc, toute l'importance de la psychologie dans l'intervention auprès de patients douloureux. Pas parce que la douleur est dans notre tête, parce que la douleur affecte notre fonctionnement émotionnel et notre fonctionnement global. Ça amène plusieurs deuils également. Il y a de l'anxiété, il y a de la déprime, il y a de la colère. Donc, tout ça, ce sont en fait des facteurs où le psychologue peut intervenir. Et parmi les approches en psychologie, il existe une approche qui a démontré son efficacité. Entre autres, la thérapie cognitivo-comportementale. Probablement l'approche la plus étudiée dans le domaine de la douleur chronique ou dans le domaine des troubles psychologiques de façon générale. Qui connaît un petit peu la TCC? On va utiliser ce terme-là, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est une approche court terme où on outille le patient ou le client. On ne cherche pas des causes dans le passé, dans l'enfance, dans la relation parent-enfant. On est plutôt à la recherche de comment régler les choses. On parle de la dernière semaine versus parler de l'enfance. On a un volet psychoéducatif également. On donne beaucoup d'informations. Le psychologue parle dans ces approches-là, comparativement à d'autres approches. Et les gens aiment ça les gens aiment ça qu'il y ait une interaction, puis que ça soit dynamique. Assez structuré également. C'est une approche court terme, donc parfois on va faire un agenda. On va être efficace, c'est-à-dire on va être directif. Et le postulat de base, c'est d'affirmer qu'il existe une interaction entre les pensées, sensations, émotions et comportements. Si je vous demandais, par exemple, de vous placer la tête un peu entre les deux jambes comme ça, puis de faire des noms, êtes-vous capable d'évoquer des pensées positives quand vous êtes comme ça? Êtes-vous capable de vous dire que votre vie est belle? Voyez-vous donc comment le comportement affecte mes pensées, puis affecte également mes émotions. Même chose si je souris, par exemple, ou si je chante, ou si je gambade. Êtes-vous capable de gambader, puis de ruminer vos problèmes en gambadant? C'est difficile. Comme quoi, nos comportements affectent le reste de ces modalités-là. Pensons à un dernier exemple à un patient qui s'inquiète à propos d'une sensation désagréable, ou plutôt jugée anormale. Une douleur à la poitrine, par exemple. Donc, cette sensation-là pourrait être interprétée comme quelque chose d'anormal. C'est grave. Il faut que je consulte. Ce qui va créer de l'anxiété et ce qui pourrait amener toutes sortes de comportements de réassurance, d'aller consulter sur Internet, de faire des recherches, d'aller à l'urgence. Donc, voyez-vous toute l'interaction entre les pensées, sensations, émotions et comportements. Comme quoi, on va intervenir sur l'une de ces composantes-là dans les thérapies comportementales et cognitives. Et dans ce domaine-là de la TCC, plusieurs affirment l'arrivée ou l'apparition d'une troisième vague de thérapie cognitivo-comportementale, un nouveau paradigme, une nouvelle génération. La première vague étant la vague plus comportementale, où on cherchait essentiellement à modifier les comportements. Dans le domaine de la douleur, ce serait par exemple de réduire les comportements douloureux, les plaintes par exemple, la posture, la prise de médication, et d'augmenter les comportements associés au bien-être. On est vraiment sur le comportemental dans cette première vague-là. Un des pionniers dans le domaine de la douleur, c'est Fordyce, qui a appliqué les principes de Skinner. Renforcement, punition, renforcement positif, négatif, etc. Un peu plus tard, on s'est dit il serait bon d'intervenir également sur les perceptions, sur les pensées par rapport à la douleur, la dramatisation de la douleur, par exemple. Donc, vraiment de travailler au niveau de la modification de certaines pensées plus négatives ou irrationnelles ou non aidantes, en les reformulant d'une façon qui est plus réaliste ou plus objective. Donc, modifier les pensées. Cette nouvelle génération-là de TCC cible davantage les émotions. Moins dans une optique de contrôle ou de réduction des émotions, mais plutôt pour en favoriser l'acceptation. On intervient toujours sur les pensées, mais d'une façon qui est un peu différente.
On ne tente pas de changer les pensées. On cherche plutôt à favoriser une distanciation par rapport aux pensées. Les voir comme étant simplement des pensées. Des pensées comme « je suis inutile »,« je m'en sortirai pas »,« il n'y a rien à faire », etc. Donc, on va vraiment travailler avec ces pensées-là. La pleine conscience va être une façon de pratiquer cette distance-là par rapport aux pensées. On pourrait dire essentiellement que les thérapies nouvelles interviennent sur les 4 modalités. Oui, les comportements, continuent de modifier les comportements, d'activer les gens, par exemple, au service des valeurs, on va voir tout à l'heure. On travaille les pensées, mais également on tente d'exposer les gens à leurs émotions, leurs sensations. Favoriser l'acceptation, par exemple, des symptômes. Dans une séance, on pourrait, par exemple, demander à la personne, lorsqu'elle vit une crise d'angoisse, j'avais un patient hier, c'était des tremblements qu'il vivait, très anxieux. On pourrait lui demander, restez juste un peu en contact avec cette sensation-là maintenant. Elle est où la sensation? Elle est où dans votre corps? Acceptez-vous, est-ce qu'on puisse juste essayer de la vivre, de la tolérer? On est vraiment dans quelque chose d'assez humaniste. En fait, on applique des méthodes qui s'apparentent bien plus à ce qu'on a fait dans d'autres écoles de pensée, comme la Gestalt, l'approche psychodynamique, la thérapie humaniste, mais toujours dans un souci de rigueur et de scientificité propre au TCC. Cette troisième vague-là a 3 grands axes. On décrit ici 3 grands axes, à savoir l'ouverture par rapport aux symptômes. La posture, ce serait d'avoir les bras grands ouverts par rapport aux sensations physiques. Je suis donc ouvert à ce qui se présente à moi. Anxiété, tristesse, sensations désagréables. Conscience, toute l'importance d'être observateur de ce qui m'habite versus être sur le pilote automatique, être dans les ruminations ou les inquiétudes. Donc, d'être conscient. Et l'action, l'activation comportementale. Donc, amener les gens éventuellement à passer à l'action. Des actions significatives pour eux, en lien avec leurs valeurs. Ce qui distingue, encore une fois, des premières générations en TCC, c'est qu'on ne cherche pas à réduire les symptômes, comme dans la thérapie comportementale où on appliquait la relaxation, entre autres, pour réduire l'anxiété. Dans la thérapie cognitive, on fait de la restructuration cognitive, mais toujours pour réduire les symptômes, la fréquence, l'intensité des pensées. Dans les thérapies de troisième vague, on cherche plutôt à modifier la relation aux symptômes. À savoir que le problème n'est pas l'anxiété ou la tristesse ou la douleur, mais la lutte contre la douleur. Donc, je vais plutôt intervenir sur la lutte, sur le combat contre ces symptômes-là, que sur l'anxiété en elle-même. L'acceptation, l'engagement dans l'action en présence d'émotions désagréables, la distance par rapport aux pensées sont toutes des méthodes pour agir sur la relation aux symptômes. Ce serait de dire, par exemple, qu'à la fin de notre traitement, les gens sont aussi anxieux qu'ils étaient, aussi en douleur qu'ils étaient, mais ils vivent mieux leur douleur, ou ils vivent mieux leur anxiété. En fait, c'est ce qui se passe un peu dans nos groupes au CHUL, où j'applique des 8 semaines avec les gens qui ont de la douleur chronique. C'est sûr que c'est difficile de diminuer le niveau de douleur de 0 à 10. Hein. Tel que vous l'expérimentez, comme psychologue en tout cas. Mais souvent, les gens disent à la fin du groupe, j'ai aussi mal, mais j'en fais un petit peu plus. Je le vis différemment. Je souffre moins par rapport à cette douleur-là. Je vois plus mes amis, mes relations intimes s'améliorent, etc. Donc, c'est un peu ça le changement de focus. On a peut-être trop misé sur la réduction des symptômes et moins sur la qualité de vie dans ces thérapies-là. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce qu'on va aborder aujourd'hui s'applique à toutes les psychopathologies. Vous connaissez le DSM, hein, qui est la Bible des psychiatres avec tous les troubles psychologiques. Et c'est des méthodes qui sont transdiagnostiques. Au lieu d'avoir un traitement pour la douleur, un traitement pour les paniques, un traitement pour la dépression, on y va de façon générale. On tente de cibler des processus qui sont semblables, communs à tous les troubles. Et on intervient sur ces processus-là. L'évitement, par exemple. Dans la dépression, dans la douleur, il y a de l'évitement. Dans l'anxiété également. Donc, si je peux cibler l'évitement, je vais avoir un impact sur l'anxiété, la déprime, la douleur. Vous savez qu'on a souvent des problèmes. Les problèmes viennent en famille. Hein? C'est rare que les gens ont un problème
juste un beau trouble anxieux ou juste un problème de douleur, hein, souvent il va y avoir il va y avoir de la comorbidité. Ce qu'on aborde aujourd'hui, on pourrait l'appliquer aux thérapeutes. À savoir qu'on accorde une importance à la personne du thérapeute. Appliquer la pleine conscience chez le thérapeute. C'est sûr que si on veut l'enseigner, c'est bon qu'on ait soi-même sa propre pratique de méditation en pleine conscience. Que nous-mêmes, comme thérapeutes, on puisse accepter nos émotions, par exemple. Et on s'intéresse à des méthodes, c'est-à-dire à des questions un peu plus existentielles, comme le sens à la vie, pourquoi on souffre. Et ce n'est pas un rejet de ce qui s'est fait dans le passé, mais plutôt une évolution de ce qui s'est fait dans le passé au niveau de la TCC. Les méthodes passées, on les utilise toujours, mais avec d'autres, disons, d'autres fonctions ou cibles d'intervention. Dans le domaine des thérapies contemporaines, il existe plusieurs approches. Et parmi ces approches-là, la thérapie d'acceptation et d'engagement est probablement celle qui a démontré la plus grande efficacité dans le traitement des troubles psychologiques et surtout la douleur chronique. La douleur chronique est la problématique la plus étudiée par cette approche-là. La thérapie d'acceptation et d'engagement, elle est reconnue comme étant hautement validée par l'Association américaine de psychologie. Donc, c'est une approche qui a atteint le statut supérieur en termes de validation. On va dire ACT. On va utiliser cet acronyme-là. Au lieu de dire ACT, si vous voulez être cool, il faut dire ACT. À partir d'ici, si vous voulez montrer que vous connaissez ça, on va y aller avec ACT. ACT pour vraiment toute l'importance de passer à l'action. ACT, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter ce qui est là, choisir le C, ce qui est important pour soi, et le T pour, en anglais, take action, prendre action, passer à l'action. Et je vais juste un petit résumé de cette approche-là en quelques diapos, avant de vous dire que ACT démontre son efficacité en traitement de la douleur, mais on pourrait l'appliquer aussi à l'anxiété, au stress, à la dépression et à d'autres maladies chroniques. Donc actuellement, elle se montre aussi efficace qu'une TCC plus classique. Un modèle plus classique, à savoir modifier les pensées et les comportements. Imaginons que votre client, votre patient, se promène tout bonnement en direction de ses objectifs de vie. Une vie conjugale satisfaisante, se réaliser au travail, dans ses relations intimes. Donc tout va bien. Jusqu'à ce qu'un jour, il se produise un accident. Que ce soit un accident de voiture ou un deuil ou une rupture. Vous voyez comment se dressent devant lui différentes sensations, différents symptômes comme la douleur, la tristesse, l'anxiété. Et voyez comment ces symptômes-là font obstacle à la poursuite de ses objectifs de vie. Le premier réflexe, c'est de tenter de supprimer, contrôler ces symptômes-là. Le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est « je dois m'en débarrasser ». Je dois me débarrasser de mon anxiété avant de pouvoir revenir au travail, avant de pouvoir reprendre ma voiture de nouveau. Et donc, je dois les contrôler par différentes méthodes. Parfois, ces méthodes de contrôle-là deviennent une forme de lutte. Et voyez comment la vie en souffre également. Remarquez sa posture par rapport à sa vie. Et parfois même, ces sensations-là nous font prendre une direction totalement opposée à ce qui est important pour soi. Nous amènent à nous isoler, par exemple, à ne plus appeler nos amis, ne plus sortir de chez soi. Et comment faire? Comment faire pour solutionner les sensations, émotions, pensées négatives? Eh bien, ce que la thérapie ACT va nous proposer, c'est d'avancer avec ces symptômes-là, de leur faire une place. Au lieu d'essayer de les contrôler, de les diminuer, de les chasser, on va plutôt essayer de les amener avec soi, puis d'avancer dans la direction que l'on souhaite donner à notre vie. Donc, c'est un changement on pourrait dire, de focus
en thérapie cognitivo-comportementale. Au lieu de viser à réduire les symptômes, on cherche à améliorer la qualité de vie. En d'autres mots, on cherche à améliorer ce qu'on va appeler la flexibilité psychologique, ce terme-là introduit par la thérapie ACT, qui consiste à persister dans des actions significatives pour la personne, tout en faisant de la place aux obstacles, c'est-à-dire aux pensées, sensations, émotions désagréables. Tout en faisant de la place, c'est-à-dire en acceptant, en étant pleinement ouvert à les vivre, ces émotions-là, comme l'anxiété, l'idée que je ne serai pas capable, j'y arriverai pas, je ne suis pas bon à rien, je vais avoir trop mal, ça ne sert à rien, etc. Donc, d'apprendre à vivre avec ces sensations-là, puis d'avancer. On va utiliser des méthodes qui sont plus expérientielles que dictatiques. Donc, on va vraiment essayer d'amener les gens à entrer en contact avec leurs sensations douloureuses et en utilisant des métaphores pour leur faire prendre conscience de certaines choses. On est moins dans l'explication verbale, bien qu'il y ait tout un volet psychoéducatif qui est tout à fait correct, mais on va plutôt favoriser à ce que les gens prennent conscience eux-mêmes de l'inefficacité de certains de leurs comportements, par exemple, par ces méthodes-là qu'on va aborder tout à l'heure ensemble. Souvent, je dis aux gens, apprendre à vivre avec la douleur, c'est une job à temps plein. Dans le sens où il n'y a rien de facile, il n'y a rien de magique. C'est un travail à moyen terme, à long terme, quotidien. Un peu comme un athlète sportif qui suit un régime très contraignant, qui chaque jour s'entraîne pour son art. Donc, votre travail, c'est de prendre soin de vous à temps plein. C'est quelque chose que je vais dire à mes patients. Sur le plan théorique, un des problèmes, c'est l'évitement. C'est qu'à un moment donné, les gens, à force d'avoir mal, ont peur d'avoir mal. Tentent de chasser leurs sensations physiques, les supprimer, chasser leurs pensées également et leurs émotions. Et je vais faire un petit exercice pour illustrer ce phénomène-là d'évitement d'expérience. Je ne sais pas s'il y aurait deux volontaires, je ne sais pas s'il y aurait deux personnes qui seraient prêtes à accepter leur inconfort pour venir ici à l'avant. S'il y aurait deux volontaires pour un petit concours assez bref. Ça prend des braves. OK, on a une volontaire. La façon d'apprendre, c'est d'avoir une... C'est vrai, mais la façon d'apprendre, c'est... Il y aurait une deuxième personne. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. On aurait une deuxième personne. Excellent. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à vous placer juste ici, les deux. Vous placez juste ici. Puis je vous propose un petit concours. Oui, devant moi ici, comme ça. Parfait. Je vous propose un petit concours. C'est un concours de contrôle de la pensée. Je vais vous demander de ne pas penser à quelque chose. Et l'objectif, c'est de vous rendre jusqu'au buffet. Premier qui prend un raisin, par exemple. Bon. On va se rendre au buffet, puis vous allez prendre des pas tranquillement comme ça. Puis chaque fois que vous allez penser à ce quelque chose-là, vous allez devoir prendre un pas vers l'arrière. Ça marche? Je vais vous demander quelque chose. Là, on va être le plus honnête possible. Là. OK? Il ne faut surtout pas penser à 2 chevaux rouges. Puis quand vous êtes prête, on y va, on prend un pas vers l'avant. Et si vous y pensez, on prend un pas vers l'arrière. C'est parti. Ça fait du on-off. Ça fait bouteille, chevaux, bouteille, chevaux, bouteille, chevaux. OK.
OK. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. Partie nulle, une partie nulle. Comment ça s'est passé pour vous? Comment ça a été vécu, ça? Moi, ce que j'ai dit, c'est comme ça faisait un aller-retour tout le temps constant. OK. Fait que c'est un peu comme j'habitais, OK, je me concentre. Puis là, tout à coup, je me concentre, oups, ça revient. Tout le temps. OK. Il faut focusser Oui, sur l'objet. Puis des fois, si on ne se le répète pas, bouteille d'eau, là, oui. ça revient. Tu as pris le même objet que moi? Oui. Ça marche. Les deux avaient la bouteille d'eau. C'est excellent. Merci beaucoup. Parfait. OK. Qu'est-ce que vous observez, tout le monde? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet exercice-là? Oui? On essaie de l'oublier, puisque ça fonctionne. Ça revient. Et oui, je tente de me distraire. Ça peut être fatigant à la longue de penser à une bouteille d'eau toute la journée. Ça donne soif à la longue. C'est que ça peut être fatigant de se distraire à journée longue de sa douleur. Et c'est impossible de ne pas y penser quelque part. En fait, même la consigne « n'y pensez pas » amenait la pensée. Moins je veux y penser, plus j'y pense. Moins j'en veux, plus j'en ai. Donc, il y a ce paradoxe-là. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'évitement d'expérience, c'est-à-dire, on pourrait dire le refus d'entrer en contact avec des pensées, sensations, impulsions. Et l'action de vouloir modifier cette douleur-là ou cette sensation désagréable, là, ou la réduire. Donc, l'évitement d'expérience est impliqué dans le domaine de la douleur. C'est-à-dire, à partir du moment où je bouge, j'ai mal. À partir du moment où je sors de chez moi, ça implique d'avoir de la douleur. Il est impliqué également dans plusieurs psychopathologies. Dans l'anxiété, c'est assez évident. Par définition, un trouble anxieux est caractérisé par de l'évitement. La dépression également, par manque d'intérêt, par peur d'être jugé, on va éviter des situations. Les troubles alimentaires, la boulimie, entre autres, c'est un bel exemple, ça, d'évitement des émotions désagréables que de consommer à ce moment-là. Personnalité limite également, abus de substances. C'est impliqué dans toutes les psychopathologies et c'est ce qu'on va cibler par nos méthodes aujourd'hui. Pourquoi les gens contrôlent selon vous? Pourquoi les gens tentent de supprimer ou de réduire leurs émotions? Parce que c'est inconfortable. Donc, c'est tout à fait normal. On n'aime pas ça avoir mal, donc on tente de ne pas avoir mal, dans le fond. Excellent. Oui? Comme quoi les émotions, c'est pas bien vu ou... Parfait. Par peur d'être jugé, oui, très fréquent. Excellent. On pourrait penser aussi que le contrôle des émotions est appris à quelque part. Oui, c'est une réaction normale. Hein? Éviter la douleur, tout à fait, c'est dans nos gènes, hein? C'est pour notre survie. Si je me mets sur un rond de poids, je vais vouloir l'éviter. Mais il y a aussi un apprentissage qui est fait dans le passé, dans notre éducation, où les émotions, où la douleur, la souffrance peut être mal vue, invalidée. Arrête de pleurer. Les femmes ne se fâchent pas, les hommes ne pleurent pas. Donc, toutes sortes de règles dans notre société qui contribuent à envoyer le message selon lequel la souffrance est négative. Il n'en faut pas. Également, l'évitement, le fait de penser à d'autres choses, le fait de quitter une situation, prendre une entredose, ça fonctionne à court terme. Donc, on est renforcé là-dedans. Mais l'évitement, ce n'est pas négatif en soi, c'est tout à fait correct, tout à fait normal, puis on en fait tous. Hein. C'est que les gens qui viennent nous consulter sont des experts de l'évitement. Mais ça devient au centre de leur vie. Ils n'agissent plus pour obtenir quelque chose de positif dans leur vie, mais ils agissent plutôt pour éviter des aspects négatifs. Donc, il y a ça, ils cherchent plutôt à éviter ce qui fait mal que de rechercher ce qui fait plaisir. Mais l'évitement, il est présent partout. Et voici une règle qui peut contribuer à maintenir
on pourrait dire le contrôle ou l'évitement. J'utilise les termes de façon un peu synonyme, à savoir qu'il est normal d'être heureux. Donc, s'il est normal d'être heureux, la souffrance n'est pas normale. Si la souffrance n'est pas normale, je dois trouver des façons pour solutionner cette souffrance-là, pour l'éliminer. Il faut que je change ma façon de penser, il faut que je pense plus positivement, il faut que je ressente les choses différemment à ce moment-là. Fait qu'il faut que je sois différent pour être heureux. Donc, je m'engage dans toutes sortes de stratégies pour être heureux. Le problème, c'est que parfois, ça ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, tant mieux. Si je peux réduire ma souffrance, évidemment, ma douleur, puis ça fonctionne, tant mieux. En douleur chronique, par contre, souvent les gens ont essayé bien les choses, la douleur demeure, malgré tout. Puis continuent de chercher toutes sortes de solutions, consulter toutes sortes de spécialistes, en se disant, tant que je n'ai pas enlevé ma douleur, je ne peux pas être heureux. Et c'est là que ça devient un peu rigide, que ça devient problématique, en fait. Être bien dans sa peau, est-ce que vous le déconseillez présentement? Non, il est bien fait. C'est juste que le titre est stressant. Oui, c'est ça, le titre comme maîtriser son anxiété, contrôler son anxiété. Parfois, ça peut, je veux dire, juste laisser, envoyer un message du contrôle et la solution, dans ce sens-là. Il y avait une autre question, je pense, il y avait une intervention. C'est ça. Fait que les gens sont toujours confrontés à revenir en arrière parce que ça revient tout le temps sur le Ils savent très bien que ça va revenir. C'est d'apprendre à vivre avec. C'est ça. Oui. C'est en plein ça. C'est qu'à un moment donné, on est beaucoup sur « il faut que j'enlève ma douleur, il faut que j'enlève ma douleur ». Pendant ce temps-là, il y a ma vie qui continue. Puis il y a toutes sortes d'opportunités que je manque. Il y a beaucoup d'énergie et d'argent qui s'investit là-dedans. Essentiellement, on pourrait dire que l'évitement est maintenu par des règles mentales. Des règles comme « je ne peux pas être heureux avec la douleur »,« les émotions sont mauvaises »,« je ne dois pas souffrir »,« je ne peux pas retourner au travail si j'ai un 8 sur 10 ». Au niveau de la douleur, donc c'est impossible. Donc, ces règles-là, ils vont rigidifier un peu notre comportement, peuvent contribuer à nous maintenir dans l'évitement. Donc, essentiellement, on pourrait dire que l'évitement et les règles contribuent à rendre la douleur un problème. C'est-à-dire qu'elle amène soit de la souffrance ou un trouble douloureux. La douleur devient comme au centre de la vie. Parce que je tente de l'éviter. Je ne suis plus actif, et ainsi de suite. Donc, j'ai plus de renforcement positif, la dépression qui peut s'en suivre. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur ces processus-là. Accepter les sensations désagréables, se distancer face aux pensées, la pleine conscience et également les valeurs et les actions. Toujours appliquées dans le domaine de la douleur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être coincé, d'être pris dans un sable mouvant? S'il y a des gens qui... Ça me surprendrait. Et quel est le premier réflexe? Quel serait notre premier réflexe quand on est pris dans un sable mouvant ou lorsqu'on est pris dans les vagues? D'essayer de sortir, c'est de se débattre. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On cale encore plus. Et est-ce que c'est ce qui se passe un peu en ce moment avec votre douleur ou avec votre anxiété? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lutte ou de combat qui empire les choses? Et quelle serait l'alternative? Est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire avec la douleur? Si on regarde la même métaphore, il semblerait que lorsqu'on est pris dans un sable mouvant, ce serait de s'étendre de son long, d'entrer en contact avec toute la surface. Si jamais ça vous arrive ce soir, vous allez savoir quoi faire, de vous étendre de votre long. Ça illustre bien ce que c'est l'acceptation. C'est contre-intuitif. Notre premier réflexe, lorsqu'on vit des sensations désagréables, c'est de vouloir s'en débarrasser, d'en sortir. Mais quelque part, ça peut nous jouer des tours. Et l'idée
que nos patients ont, l'équation qu'ils font par rapport à la douleur, c'est de se dire, par exemple, avant, ma vie était bien remplie. Et ma douleur était petite. Et depuis l'accident, c'est ma douleur qui a pris de l'expansion et ma vie est petite, ma vie est restreinte. On va faire ce geste-là avec les jambes. Donc, je dois éliminer ma douleur. Je dois m'attaquer à ma douleur. Si je réussis à l'enlever, je vais pouvoir retrouver ma vie comme avant. Donc, on va investir beaucoup sur supprimer la douleur pour retrouver notre vie. En fait, le message qu'on veut essayer d'envoyer, c'est qu'il est possible de vivre une vie pleine avec la douleur. Et cette idée-là, on va la confronter dès le départ dans notre groupe thérapeutique. À la première rencontre, on va demander aux gens, qu'est-ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant pour solutionner votre douleur? Pour l'enlever, disons. Qu'est-ce que les gens vont nous dire habituellement? J'ai tout essayé. Le yoga. La physio, l'ostéopathie, la médication, l'acupuncture. Parfait. Physio, acupuncture, médication. Puis on pourrait nommer plusieurs médications. Parfois, ils ont essayé toutes les médications. Oui. Kinésio. Des gens qui vont consulter des sorciers également, qui vont vraiment miser sur ce genre de stratégie-là. Et est-ce que ça a fonctionné? De 0 à 5, par exemple. À court terme, est-ce que ça a fonctionné? Souvent, les gens à court terme, ça a fonctionné. À long terme, par contre, on se rend compte que ces stratégies-là n'ont pas fonctionné à long terme. Sinon, ils ne viendraient pas nous consulter. Si ça avait fonctionné, ils ne seraient pas devant nous à chercher à solutionner leur douleur. Et bien souvent, ils viennent au groupe. En fait, c'est une autre façon de solutionner leur douleur. Parfois, ils pensent qu'on a la pilule miracle. On confronte cette idée-là dès le départ, en leur disant, par exemple, qu'on ne voudrait pas être un autre spécialiste dans la liste qui n'a pas fonctionné pour contrôler la douleur. Donc, on va viser une autre cible. Au lieu de viser la réduction de la douleur, on va viser l'augmentation de la qualité de vie. On va viser votre vie. On va changer notre cible d'intervention. On va être plus sur votre vie que sur la douleur. Et pour confronter cette idée-là, c'est bien de l'expliquer, mais c'est bon de le faire vivre aux gens aussi. Je propose un petit exercice pour illustrer ce qui est fait à cette étape-là. Une étape qu'on va appeler le désespoir créatif. Est-ce qu'il y aurait un autre volontaire ou peut-être les mêmes? Je ne sais pas s'il y aurait un volontaire pour venir ici à l'avant. OK, ça marche. OK, ça pourrait être juste une personne, oui. OK. Imaginons que je suis la douleur. D'accord. Imaginons que je suis un monstre. Au début, j'étais tout petit, puis à la longue, avec le temps, imaginons que je suis devenu un monstre. Puis vous êtes vous. Vous êtes le patient. Au milieu, il y a un grand précipice. Votre objectif, je ne sais pas si vous avez déjà joué à la souque à la corde. Oui, votre objectif? Oui, l'objectif, c'est de m'amener dans le précipice. OK. Puis, une fois que c'est fait, imaginons que vous avez gagné sur votre adversaire. OK. On est-tu prêt? On essaie de ça, voir? On essaie de l'illustrer? OK. Ça marche. OK. Ça marche. OK. Comment ça se passe? Ben là, il faut que je tire plus fort. C'est ça. Non, je lance la corde de toute façon. OK. T'es l'autre bord du trou. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Et ce serait quoi, justement, de lâcher la corde? Lâcher prise, d'accepter que le gros monstre il soit là.
l'autre bord, à OK. distance de moi, mais qu'il y a un trou pour nous séparer, puis que je ne suis pas en danger. Excellent. Puis imaginons que... en fait, je pense que je vais reprendre... on va reprendre un peu ce combat-là. Imaginons que... Imaginons que votre conjoint vous appelle pour aller au restaurant. Il est juste là-bas. OK. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais? Oui. Ben, je pense que je m'en vais avec lui tout de suite. Vous iriez? Ça marche. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous observez? Quelle est la différence entre J'ai vous? résisté beaucoup moins longtemps parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui m'a amené à sortir Parfait. du monstre. Donc, votre énergie, elle était où? Elle était où? Mais c'est ailleurs. Elle était vers votre relation. Voilà. Parfait. Versus être, c'est-à-dire mettre son énergie, J'ai à te jeter dans le trou. par exemple. Donc, c'est ce qu'on va essayer ensemble, c'est ce qu'on va travailler ensemble OK? avec différentes méthodes. On va apprendre à mettre nos énergies sur ce qui est important pour soi OK. au lieu de contrôler la douleur ou la diminuer ou l'enlever. OK. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Parfait. Parfait. Ce qui illustrerait encore mieux l'idée, c'est de l'amener avec soi, en fait. C'est que lâcher prise, puis il n'y a plus de... C'est pas réaliste. Ce serait de dire comment je pourrais l'amener avec moi, puis là, bon, il y aurait le monstre qui suivrait. Vous voyez un peu l'idée? Pendant que je suis en train de m'occuper, c'est-à-dire d'essayer de combattre ma douleur, oups, j'ai plein d'opportunités de l'autre côté qui s'offrent à moi. Mais mon énergie, elle est plutôt sur « il faut que j'aille moins mal » avant de pouvoir aller là. Donc, c'est une méthode, c'est une technique qui met la table au changement, en fait. Désespoir, dans le sens où à partir d'un moment, on se dit « je ne gagnerai jamais le combat contre la douleur ». Créatif, dans le sens où il y a quelque chose d'autre que je peux faire, par contre. Je peux apprendre à vivre avec. Je peux l'amener avec moi. Dans ce sens-là, le désespoir créatif. Donc, le problème n'est pas la douleur, mais la lutte dans ces approches-là. Cette lutte-là qui amène la souffrance. La souffrance étant différente de la douleur. Il faut savoir que la souffrance, on peut l'avoir plus comme une composante, comme un aspect émotionnel à la douleur. C'est l'écœurite aiguë de la douleur, la souffrance, dans le fond. C'est l'anxiété d'avoir mal, la tristesse d'avoir mal. Donc, on va agir plus sur la lutte. Et parfois, les gens sont dans un dilemme. D'un côté, il y a ce que je faisais avant, aller chasser, aller au resto, aller au cinéma, aller voir mon enfant jouer au hockey. Et d'un autre, il y a l'objectif de ne pas avoir de douleur. C'est-à-dire que si je reste chez moi, je ne réponds plus au téléphone, je fais des siestes toute la journée, j'ai moins mal. Mais à quelque part, je ne vois plus personne, puis j'ai plus de sortie, puis mon moral s'en trouve affecté. Donc, comment vous voyez ça? Est-ce que vous seriez prêt? Accepteriez-vous de faire de la place à cette douleur-là, à la douleur, avoir mal, pour quelque chose qui est important pour vous? Accepteriez-vous d'avoir mal pour aller voir votre fils ou votre fille jouer au hockey ou aller voir leur spectacle de musique? On va l'amener un peu comme ça, en fait. Puis c'est ça, l'acceptation, c'est de dire, je suis prêt à vivre, mais pour quelque chose d'important pour moi. Toujours dans le contexte d'une valeur, en fait. C'est pas d'accepter pour le plaisir pour l'acceptation en soi-même, mais c'est pour quelque chose de plus important. Parce que si je peux contrôler, puis je peux l'enlever, ça fonctionne, tant mieux. Mais comment je peux m'engager dans ma vie avec cette douleur-là? Donc, ça vient changer la relation à la douleur. Une douleur, une bonne douleur, on pourrait dire c'est une douleur pour quelque chose qui est important pour soi. Tu sais, je sais que je vais payer le prix le lendemain, je vais avoir mal, mais je suis content de l'avoir fait. Donc, tu sais, quand on s'entraîne, par exemple, puis qu'on a mal aux muscles, le lendemain, souvent, on se dit hey, « ça, c'est un bon entraînement ». C'est un peu le même principe. Tu sais, pour cette même douleur-là, si je l'évalue comme étant anormale, pas correcte, elle va être vécue différemment que si je me dis que c'était un bon entraînement. C'était pour une belle activité. Donc, on vient dignifier quelque part la douleur dans ces méthodes-là, toujours en faisant intervenir une valeur. OK. Dans les études, l'acceptation de la douleur
est une méthode qui fait l'objet de validation. Si par exemple on a 2 groupes ou 3 groupes comme dans l'étude suivante, dans un premier groupe, on dit aux gens, lorsqu'on immerge leurs mains dans une eau très froide pour simuler l'expérience de douleur, on dit dans ce premier groupe-là, acceptez la douleur. Faites simplement observer les sensations désagréables sans porter de jugement. Dans le deuxième groupe, on leur donne un petit cours sur la suppression de la douleur ou le contrôle. On leur dit, la douleur, il faut la contrôler, il faut la supprimer. Et dans l'autre groupe, on ne leur donne pas d'indication particulière. Mais dans le groupe acceptation, un peu paradoxalement, les gens rapportent une plus grande tolérance à la douleur. Moins de dramatisation par rapport à la douleur. Parfois, ils sont plus prêts à refaire de nouveau l'expérience, même si ça fait mal, que le groupe suppression. Donc, ça vient appuyer l'idée, la notion d'acceptation. Puis, il va y avoir un effet rebond par la suite. C'est-à-dire que les gens qui ont supprimé, lorsqu'on les questionne quelques secondes après l'expérience, il va y avoir un effet rebond, donc plus de douleur. Et ce phénomène-là, on pourrait l'appliquer aux troubles anxieux également, puis aux symptômes dépressifs. Plus je chasse, plus ça revient. J'avais un client hier, justement, c'était beaucoup ça. Il tentait de chasser tous les souvenirs du passé. Savoir, pendant qu'il était l'été, bon, il a eu une expérience un peu, peut-être d'hypomanie, où il a fait des erreurs, il a créé une sorte de conflit. Et tentait vraiment de chasser ces conflits-là, à savoir, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense. Puis ça revenait constamment. Donc on a essayé de voir que c'était peut-être pas une stratégie qui était efficace que d'essayer de chasser les pensées. Il y a peut-être d'autres façons de faire, comme les écrire sur un papier, par exemple, etc. Donc, l'acceptation, on pourrait l'illustrer par différentes méthodes, par différentes façons. Et encore une fois, c'est mieux de le faire vivre que de l'expliquer en mots. Est-ce que notre même volontaire serait prête à revenir? Est-ce que seriez-vous prête à revenir à l'avant ici? Notre participante préférée? Tu auras le repas gratuit. Ma meilleure cliente. Imaginons que ça représente la douleur. Je vais vous laisser cet objet-là. Ça représente la douleur ou votre relation à la douleur. Accepteriez-vous est-ce qu'on puisse mettre les doigts à l'intérieur de cet objet-là ici? OK. Celui-là ici? Oui. OK. Et maintenant, voyez ce qui se passe. En fait, voyez ce qui se passe lorsqu'on tente d'en sortir rapidement. C'est pris. C'est pris. Qu'est-ce qui se passe? C'est pris. OK. J'attire de plus en plus. On va le déchirer. Vous tirez de plus en plus, vous essayez de Ça sortir. sert de plus en plus. Ça sert de plus en Oui. plus. OK. Puis qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Je veux dire, comment vous vous sentez par rapport à ça? Coincé? Coincé. Ça marche. Et est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire, une alternative par rapport à cette expérience-là ici? Est-ce qu'il y aurait une autre? Parce que je ne suis plus vraiment. Il faudrait que je sorte différemment, sans tirer, en tournant. En tournant. En tournant, j'arrive à sortir, mais si j'essaie de le ressortir, même doucement, ça ne veut pas. OK. Fait qu'il faut que je fasse ça aussi. Ça vient du Dolorama en passant. C'est normal que ça ne soit pas parfait. Qu'est-ce qui se passe lorsque, au lieu de sortir, Oui. vous allez à l'intérieur? Vous poussez vers l'intérieur. Là, j'ai 2 doigts au fond, moi, là. OK. Je suis plus. Vous pouvez utiliser vos Je pouces. peux me ressortir. Non, mais je peux Ça pas. Sans ça. OK. Qu'est-ce qui se passe lorsque on va à l'intérieur au lieu d'essayer de sortir? Ça a élargi l'ouverture. Mais moi, j'avais vraiment été jusqu'au fond de moi-même. Dans ma douleur, vraiment. C'est ça. Fait que là, OK. pas j'ai aussi loin que ça. Je pensais que je reste plus au bord. OK. Ça marche. Oui. OK. Donc, ça signifierait quoi d'aller à l'intérieur, comme ça ici? Oui.
ça signifie quoi pour vous que d'essayer de sortir? Je comprends pas trop. Il faut que je te réponde. Ça marche. Là où je veux vous amener, c'est l'idée que notre premier réflexe lorsqu'on vit de la douleur, c'est de sortir vite. OK. On se coupe de cette expérience-là OK. par la médication. Par exemple, par le fait de sortir d'une salle, de prendre la fuite, d'éviter toutes sortes de situations par peur d'avoir mal. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé. Je suis comme pris dans un cercle vicieux. Une alternative serait de dire comment je peux essayer de tolérer, d'aller à l'intérieur, de la vivre. Et ensuite, c'est plus facile d'en sortir. Alors, il faut que je resserre tout le temps, que je me... C'est ça. Donc, ça serait d'aller plutôt à l'intérieur. Oui. Et toujours se laisser comme un jeu, mais... Parfait. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Parfait. Là, j'ai pas tout saisi mon lien ici. Là. OK. Merci J'ai beaucoup. expérimenté. Est-ce que vous avez saisi quand même l'idée ici de dire notre premier réflexe, c'est de sortir, on va essayer autre chose, on va plutôt essayer de tolérer